Première question, c'est est-ce que on dit Laetitia Fall ou Fall à l'anglaise? Laetitia Fall. Fall, OK, ouais. Je vais C'est partir en sénégalais. mode, James Bond, Fall, C'est pas c'est plus c'est pas américain. Je suis pas américaine. Très bien. Donc, Laetitia, du coup, j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur, The Growth Game. Donc on a un gros sujet. Donc aujourd'hui, ça va être de comment atteindre le top, 1 en vente B2B. Donc, il va falloir que tu nous expliques, ça aujourd'hui. Donc, si tu veux, je vais te laisser, déjà te présenter, nous dire, qui tu es, ce que tu fais, ta passion, ce qui t'anime et comme ça après j'aurai quelques petites questions à te poser sur tout ça, quoi. Yes. Écoute, moi, je suis Laetitia Fall. On va dire que je suis une salesperson. C'est comme ça que je me définis. Du coup, pour rapidement mon background, j'ai commencé la partie sales il y a maintenant plus de 10 ans, avec notamment la co-création d'une boîte qui s'appelait C-Cube avec, 3 autres personnes qui faisaient des forums virtuels de recrutement et du coup, j'ai, du coup, développé et géré toute la partie commerciale. Donc j'étais la première commerciale et j'ai monté jusqu'à revendre la boîte au groupe HelloWork. Ensuite, c'était assez évident que j'allais continuer dans le sales. Du coup, j'ai Ouais, créé un là, il fallait là. podcast. Voilà, ça allait que j'allais continuer. Donc j'ai créé un podcast qui s'appelle Vendu et que ensuite j'ai rapidement transformé en média dédié à la vente. Parce que je trouvais qu'il manquait de contenu, sur la vente, dans le monde francophone. Moi-même, j'allais beaucoup chercher mon contenu, aux US et de fil en aiguille, ça m'a fait connaître. J'ai eu des personnes qui m'ont demandé de travailler avec eux et c'est comme ça que j'ai lancé ensuite mon activité de fractional head of sales, où du coup aujourd'hui j'interviens dans les entreprises. Soit effectivement en tant que head of sales où j'accompagne une équipe commerciale, parce que, la boîte est un peu trop early pour pouvoir prendre un directeur commercial full time. Soit je peux intervenir sur des sujets très stratégiques ou soit effectivement sur du sales parce que je décide de garder un côté très opérationnel, de continuer à faire de la vente aujourd'hui. Je pense que c'est important pour être pertinent dans la manière de coacher les gens. Voilà. Ouais, ouais, faut Donc c'est avoir ça. maîtrisé le sujet avant, quoi. Même tout le temps, ça change tellement la vente que, tu vois, il y a 5 ans, faire de la prospection aujourd'hui, c'est un monde. Tu vois, dernièrement, je faisais, une session de BDR, tu vois, pour une boîte, qui voulait se tester sur un nouveau segment. OK, ça demande plus de créativité, ça a beaucoup changé et pareil sur le closing, quoi, tu vois? Genre les techniques de closing. Évidemment, il y a les basiques qui restent, mais voilà, tu es toujours lié à des changements, avec l'IA qui arrive et cetera. Donc si tu as plus de lien avec la vente, je parle vraiment d'un point de vue opérationnel. Pour moi, de mon point de vue à moi, c'est très, très compliqué, tu vois, de continuer à être pertinent, en fait, Ouais, tout à dans la fait, partie ouais. strat. Ouais, faut rester au goût du jour, quoi. Alors C'est justement ça. pour les gens qui nous écoutent et qui parce que tu me disais justement, on dit Laetitia Fall et pas Fall, donc tu es pas américaine, mais tu as sorti Non. BDR, tu as sorti Closing, donc quand même il faut expliquer tout. Donc comment Yeah. est-ce que tu découpes, tout ça? Comment est-ce que tu peux expliquer justement les étapes dans le processus de vente, dans les équipes de vente? Quelle est la différence entre du BDR et justement le closing? Ouais. En fait, toutes ces notions-là, ces types d'organisations sont nées déjà, pour donner un petit peu de contexte, sont nées dans le monde du SaaS. C'est extrêmement important. En fait, moi, d'ailleurs, quand on a cofondé notre boîte, on avait des sales, c'était des sales qu'on appelle full cycle, donc qui gèrent vraiment tout, de, la prospection au closing, voire même pour les jeunes boîtes, vont même gérer le renouvellement. Et en fait, il se trouve que dans les boîtes, SaaS leur recherche était, évidemment de croître extrêmement vite. Des boîtes qui avaient aussi également, la plupart, les boîtes américaines, des paniers moyens assez élevés, environ entre 15 et 20 000 €. Et donc du coup, on décidait d'avoir une nouvelle stratégie de segmenter, les métiers sales et donc du coup d'avoir la partie BDR, SDR. Donc un BDR, c'est, les Business personnes qui sont développeur, ouais. les développeurs, ouais, qui gèrent la partie outbound, qui va chercher la partie prospection, donc qui va chercher des nouveaux rendez-vous tout simplement pour parler de manière très, très simple. Cold Pareil les mailing? Est-ce SDR. que est-ce que le BDR, c'est quoi, du cold mailing, ça, du Oui, phoning, il c'est peut quoi? faire il peut faire du cold email, il peut faire du cold call, il peut faire du LinkedIn, il peut faire de l'événementiel aussi, parce qu'on parle tout le temps des techniques de prospection très digitales ou à distance, mais il y a aussi, des techniques de prospection en présentiel, donc ça peut faire aussi également des salons. Son objectif, c'est vraiment d'avoir une logique d'aller chercher des rendez-vous avec des personnes qui n'ont pas sollicité par l'intérêt pour le produit, donc vraiment une logique outbound.
Par contre, les SDR, c'est les Sales Development Representants et eux, en fait, c'est à l'inverse, c'est qu'ils vont gérer tout ce qui est l'inbound, donc toutes les demandes, de En 30, contacts, ouais. une boîte entrante qui peuvent venir et eux, leur job, c'est moins d'aller convaincre des gens de parler avec quelqu'un, mais plutôt de qualifier pour voir si c'est pertinent, pour ensuite donner, l'opportunité à une personne qu'on appelle account exécutif. Donc que ce soit le BDR et le SDR, ensuite, quand ils ont qualifié, que ce soit entrant ou sortant, une opportunité, vont la donner, tout simplement à un account exécutif et l'account exécutif fait le closing. Donc closing, c'est tout simplement conclure une vente, on se rend intéressant. Voilà, on parle de closing, mais en fait, c'est tout simplement signer un client. Et donc voilà, on est plutôt sur de la partie new business, donc de nouveaux clients. Et ensuite, on va avoir, les CSM, Customer Success Manager ou Account Manager, où eux, en fait, c'est soit ça dépend les tailles des boîtes, mais ils vont gérer la partie, accompagnement du client, satisfaction du client et renouvellement. Évidemment, plus la boîte est grosse, plus le panier moyen est gros, plus il faut, en fait, des account managers plutôt que des customer success. Exactement, tu vas avoir ouais, tu vas avoir ça, mais tu peux aussi avoir le content LinkedIn. Là, aujourd'hui, on voit plein de gens écrire, moi la première, mais faire beaucoup de contenu sur LinkedIn. C'est aussi une stratégie, qui permet, en fait, de faire venir du lead entrant. Donc effectivement, ouais, on va avoir les techniques de SEO, de contenu, marketing, de Google Ads, et cetera. Alors déjà, il va s'assurer d'aller choisir la bonne organisation parce que là, ce que je t'ai donné, c'est un type d'organisation, mais c'est pas le type d'organisation qu'il faut absolument pour toutes les boîtes. C'est un peu l'erreur qu'on a fait en France puisqu'on est parti regarder les modèles de super boîtes qui ont réussi, aux US et on a dupliqué ce modèle, notamment pas mal de licornes. Sauf que le problème, c'est que parfois on l'a mal dupliqué parce qu'il faut savoir en fait, en fonction de ton panier moyen et en fonction de ta cible, si c'est intéressant de spécialiser les métiers de sales ou si tout simplement c'est mieux d'avoir un sales qui fait tout ou bien une équipe de sales qui fait, une partie newbies ou une partie accompagnement. C'est hyper important d'avoir ça, c'est déjà définir l'organisation qui matche le plus avec ta boîte, après le product market fit donc de t'assurer que, bah, ton produit il intéresse des gens. Mais comment tu le sais ça justement? Comment tu sais? Est-ce que tu dois découper à l'américaine ou est-ce que tu as besoin d'un modèle Bah, plus en fait, ça simple? dépend. En fait, C'est quoi une les critères? un des axes, il y en a plusieurs, mais un des axes, c'est vraiment clairement le panier moyen. Comme ce que je te disais, c'est que tu peux pas, imaginons ton panier moyen, il est de 5 000 €, si, tu vas donner, une part variable sur les 5 000 € à un BDR, à un AE, à un AM, il va pas te rester grand-chose. Donc c'est une question aussi également de rentabilité. Aussi également, bah, si plus tu es avec, peut-être si tu es sur une offre en fait qui est transactionnelle, peut-être un peu moins intéressant d'avoir ce type d'équipe. Parce que ce type d'équipe est intéressante quand on est sur de la vente complexe, où il faut vraiment où l'AE a beaucoup plus un rôle d'expert, de consultant, de quelqu'un qui va challenger en fait son interlocuteur ou ses interlocuteurs, qui va gérer plus donc on est sur des cycles complexes. Ah oui, il y a de la Voilà, stratégie exactement. quoi. Ouais. Là, c'est intéressant et le problème, c'est justement qu'il y a eu des gens enfin, il y a eu un mouvement où tout le monde a voulu dupliquer ce modèle. Donc aujourd'hui, je vois des boîtes, qui vendent des produits à 2 000 € et qui disent: «Voilà, il me faut mon BDR, il me faut mon AE» et cetera. Bon, bah, ce sont des boîtes qui ne seront pas rentables parce que, bah, déjà, en fait, ton panier est pas assez important pour avoir cette structure, en fait, aussi spécialisée. Tu as pas besoin d'avoir d'autant de sales, que ça casse un petit peu aussi également la dynamique. Aujourd'hui, je sais pas si tu entends souvent, mais on dit, «Ah, aujourd'hui, les AE savent plus faire ça. Oh, les BDR savent plus faire ça». C'est aussi parce qu'on a cassé on a fait en sorte qu'on ait cette organisation et on a des AE qui se sont contactés juste faire des démos. Donc on a que des présentateurs et pas des sales. Alors que dans un modèle où tu as Ouais, une ouais. tu une offre un peu complexe, même si tu as ce découpage-là, l'AE reste quelqu'un qui est sur un niveau plus stratégique et cetera. Donc déjà, ça dépend de ton produit, ça dépend de ton l'organisation que tu dois avoir en fonction de ton panier moyen, voilà. Ensuite, pour répondre à ta question sur: «OK, comment tu t'y prends?» c'est, bah, tout ça va découler de dire: «Bah, voilà quel type de profil il me faut. Quel est mon type idéal? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un profil qui est plutôt senior? Est-ce que j'ai besoin d'avoir des profils plus juniors? Est-ce que j'ai la bande passante et les ressources pour pouvoir recruter des juniors?» parce que c'est pas la même chose. Les juniors, c'est très bien, mais ça demande beaucoup plus d'accompagnement, ça demande beaucoup plus de formation, de coaching. Donc il faut s'assurer, par exemple, bah, est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai le temps pour passer avec eux si, par exemple, je suis un CEO qui a envie de monter ma première équipe en mode from scratch? Si je suis quelqu'un qui aime pas passer du temps, qui aime pas former des gens, qui aime pas faire du coaching, qui aime pas prendre des gens en shadow avec moi et cetera, bon, bah, va sur des profils seniors qui ont plus besoin Ouais, d'autonomie et cetera. ouais, senior, le gars il Voilà, sait où le gars, faire, il ouais. sait faire et encore même là-dedans, il faut quand même être présent, mais
Au moins, tu vas pas décevoir et dégoûter, des jeunes du métier. Et puis aussi également très important, savoir si tu prends quelqu'un qui est déjà dans le domaine ou pas, qui a déjà une expérience en fait dans ton secteur. Là, pour le coup, il y a pas d'école. Il y a des gens qui vont te dire: «C'est très bien d'avoir des gens de ton secteur, c'est mieux, tu gagnes plus de temps». Moi, c'est un peu ce que j'ai vérifié. C'est d'avoir des gens qui connaissaient un petit peu, par exemple, à l'époque de Cycube, du recrutement, j'avais un meilleur ramp up, encore un mot en anglais, c'est-à-dire une meilleure montée en compétences, auprès de ces profils-là. Alors que, bah, tu vois, je viens de faire dans mon podcast, j'ai invité, une personne qui s'appelle Pierre Tranois, de Adscale et lui, ce qu'il me disait, c'est au contraire, il a vu pas mal de gens qui sortaient du secteur, qui étaient beaucoup plus créatifs, qui arrivaient plus à sortir de ce qu'on leur avait appris et donc du coup, c'était plus simple pour les faire monter en compétences. Donc pour ça, il y a pas de règle. Ensuite, bah ouais, Après, dis-moi? ça dépend peut-être aussi de la personnalité de chacun parce que tu vois, par exemple, effectivement, c'est bien d'avoir des gens du métier, mais après tu vois aussi que quelqu'un qui est motivé, tu vois, qui a le bon mindset et tout ça, ses compétences, elles sont transférables. Donc si le mec, il a réussi, à vendre un produit qui avait rien à voir avec du SaaS, si le mec est bon en sales, il te vend Ouais, bien sûr. n'importe quoi, en fait. Je Donc pense que tu as raison. Après, moi, je trouvais que en fait, tu gagnes beaucoup sur la connaissance du marché, tu vois? Heu, sur l'aspect voilà, tu technico-commercial peut-être, gagnes du ouais, ouais, temps. ouais. Après, ça veut pas dire que c'est les meilleurs et que tu peux pas avoir des gens qui sont très bons, qui connaissent pas, qui ont une soif d'apprendre, une curiosité. Donc c'est pour ça que je préviens, je dis: «C'est pas une règle». Ensuite, il y a aussi également le type de personne, je dis, parce que ça, c'est pas quelque chose qui va venir souvent quand on parle de recrutement, mais il faut savoir se connaître, en fait, quand on recrute et savoir quel type de profil on est capable de manager. C'est extrêmement important parce que ça te permet de pouvoir voir le fit que tu as besoin d'avoir avec des gens. Il y a des gens qui ont besoin beaucoup d'être félicités, il y a des gens qui ont besoin de beaucoup d'attention, il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de reconnaissance. Il y a des gens qui ont besoin, d'être toujours, stimulés. Heu, Tu vois, souvent, en fait, les gens, ils ont envie d'avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière et le sucre, quoi. Genre, je veux quelqu'un de dynamique, mais à la fois discret, à la fois, qui est Autonome, autonome, mais ouais, qui ouais, me tous les voilà, adjectifs que tu as sur le CV, autonome, quoi. mais en même temps qui me prévient à chaque fois qu'il fait quelque chose. Je veux quelqu'un, voilà, qui soit proactif, mais en même temps qui me demande à chaque fois toutes les décisions et qui sait écouter. Bref, toujours le tout et son contraire et ça, pour moi, c'est un travail à faire, c'est de capter vraiment quelles sont les 3 choses que tu peux pas supporter chez quelqu'un et ça, c'est un bon truc pour pouvoir faire du filtre. OK, ce genre de personnalité, c'est pas un jugement de valeur, hein, on est bien d'accord, c'est en fonction de nous, évidemment et pas en fonction de Ouais, mais ouais. ce type de trait de caractère, c'est compliqué et ça permet de faire un filtre parce que ça permet tu peux avoir de très bons sales qui répondent, vraiment bien sur le papier à tout, mais en fait, tu sais que dans le niveau shit, ça a pas été fou, et c'est important pour la cohésion d'équipe et c'est important aussi également. Ensuite, ben Mais ça, c'est même la base du recrutement, tu vois? Pareil, j'ai fait un podcast avec, un ami, Cyril Poirier, qui est, consultant en recrutement et en fait, on a fait un podcast complet, sur, les soft skills et en fait, c'est c'est quoi? ça, quoi. C'est dans quel mindset sont les personnes? Est-ce qu'elles fit ou pas avec l'esprit de l'entreprise, avec l'esprit des collaborateurs, tu vois? Et des fois, il y a des gens sur le papier, donc les hard skills sur le CV, ils vont être, c'est des tueurs. Mais en fait, tu leur parles et tu dis: «Bah, en fait, il y a pas de jugement ou quoi que ce soit, c'est juste ça matche pas, quoi». Tu sais, c'est la nature humaine, tu peux pas connecter avec tout le monde donc ouais, Complètement. mais ça, pour nous, c'est devenu limite, je dirais même, allez, je veux pas abuser dans les pourcentages, mais la partie, soft skills, c'est devenu 60 de notre Bah, moi, ça recrutement, me quoi. C'est le mindset avant tout, la motivation et après on voit ce que tu es capable de faire parce que s'il y a quelque chose que tu es pas capable de faire, on peut toujours complètement. l'apprendre, Par tu contre, vois? une personnalité, ça se change pas, tu peux évoluer, mais ça change pas C'est vraiment. ça, ouais. Du coup, là, je t'ai donné un peu tous les trucs que tu as à faire en amont et ensuite toutes les choses à faire, bah, pour aller chercher du candidat. Pour moi, c'est déjà être en capacité de savoir faire des bonnes offres, de bien retranscrire ce que tu cherches, à la fois comme personnalité, en termes de skills. Ça te fait gagner grave du temps parce que parfois, on a tendance à vouloir, rendre un petit peu sexy le truc, pour avoir du candidat et cetera. Je comprends la contrainte, mais quand on ment finalement, c'est pas que c'est pas vraiment du mensonge, mais on embellit. Du coup, derrière, on perd plein de gens. Ensuite, bah, pour moi, j'avais un process assez clair que je trouve qui, je sais pas, c'est un process que c'est pas moi qui ai inventé, hein, d'un livre assez connu. Je te redonnerai le nom, si tu veux, que tu puisses le mettre en description. Mais c'est un peu la base de tous les gens qui ont voulu, travailler sur un process de recrutement extrêmement extrêmement précis. C'est un premier call. Alors moi, à l'époque, c'était moi qui les faisais, mais ça peut être, une partie RH ou, l'office manager, où là, ce qu'on va faire, c'est de
de limite un peu, j'aime pas ce terme-là, mais séduire en fait le candidat en parlant, de notre offre. En fait, on vend, du coup, littéralement, le poste Ouais, et du coup de voir effectivement quand on a évidemment, hein, sur tous les candidats qu'on a shortlistés et qu'on considère qu'ils sont pertinents, de voir effectivement si le candidat comment il réagit, quelles sont ses questions, répondre à ses questions et cetera. Donc être complètement à disposition du profil. Ensuite à la fin, faire un espèce de call to action en disant: «Écoute, si tu es intéressé, ce que je te propose, c'est de revenir vers moi et on mettra en place un autre printing où là, du coup, on va, du coup, creuser un peu plus tes compétences». Donc ensuite, si la personne dit oui, deuxième meeting où on creuse les compétences. Donc là, ça nécessite vraiment d'être extrêmement clair dans les questions, surtout quand on f pour de la vente. Surtout sur les profils seniors, on parle de gens qui savent vendre, donc ils savent se vendre. Donc il faut être extrêmement précis dans les questions qu'on pose. Parfois, les gens vont poser des questions: «Alors, c'était quoi le chiffre d'affaires que tu as fait?» Ouais, oui, il va te sortir un chiffre, ça va pas paraître incroyable. Ça se trouve, c'est pas incroyable par rapport au secteur d'activité et cetera. Il va te dire: «Ouais, j'étais le meilleur sales». OK, meilleur sales par rapport à quoi? Sur quoi? C'est quoi la base? C'était quoi l'objectif? Tu es le meilleur sales, mais toute la boîte faisait 70 de son objectif à l'année. Bon, bah, tu étais pas le meilleur sales, tu étais, bon, le moins mauvais des sales. Tu vois? Donc en fait, c'est important d'avoir le contexte. Pareil, les gens qui vont te parler, «Je faisais toute la prospection». OK, contacter combien de personnes et cetera. L'idée est de voir un petit peu, hem mettre des volumes, ouais, les avoir un peu de KPI. la donnée chiffrée du Et voir KPI, ouais, 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 du coup forcément, et ouais. voir même s'ils sont pas bons, comment il arrive à les défendre. Donc ça, c'est vraiment la partie, vraiment, on va checker les hard skills, quels outils ils utilisent et cetera et cetera. Et ensuite, généralement, moi, je conseille pas de le faire en même temps. Si c'est concluant, on passe, sur, du coup, une étude de cas. Enfin, on fait travailler, en fait, le pour voir comment il réfléchit. L'idée, c'est qu'il est pas tout juste. Moi, ce que j'aimais bien faire sur la vente, c'était un autre rendez-vous où je posais des questions un peu de mindset pour voir s'il était coachable, pour voir si surtout si c'était mon objectif. Si c'était par exemple un profil que je voyais bien évoluer ensuite par la suite, comment il fonctionnait et surtout aussi également, très concrètement, moi ce que j'aimais bien faire c'était, tu vas me vendre ma solution. Donc je vais te donner toutes les informations et tu vas vendre la solution. Pourquoi? Parce que pour moi ça avait le double effet. Un, de voir comment il fonctionne. S'il racontait des bobards à propos du produit, je m'en foutais. Mais voir un peu comment s'il maîtrisait les logiques de vente un peu classiques et deuxièmement, lui permettre de capter s'il kiffe en fait vendre ce produit. Si tu aimes pas vendre un produit, Ouais, ouais. voilà. Et c'est m'est déjà arrivé des candidats qui me disent: «Franchement, j'ai bossé sur l'étude de cas, je vais annuler le rendez-vous, je l'ai pas senti» et c'est hyper cool, on perd pas de temps. C'est-à-dire que pas un profil, Ouais, ouais, voilà. tant mieux, Et ouais. au contraire, des gens, ils me disent: «J'ai adoré, j'adore le produit» et cetera. Donc ça, c'est, cette partie-là et bien sûr, enfin, donc soit c'est juste après, qu'on ait fait cette étude-là ensemble, du fit, donc de faire rencontrer des gens de l'équipe, des gens avec qui il va travailler de manière transverse. C'est super bien parce que déjà ça rassure le candidat, je pense, de voir des gens, d'autres gens que la partie sales, de voir, ça lui permet de sentir le pouls de la boîte et ça permet aussi également, moi, dans mes équipes, de voir avec les sales, d'avoir leur avis. Leur avis en tant que: «Est-ce que vous allez bien vous entendre avec lui? Comment vous le sentez?» et cetera et cetera. Et pour la petite anecdote, ça m'est déjà arrivé une fois d'aller à contre-courant de ce que m'avait dit mon équipe sales. Ils avaient pas trop senti un candidat. J'étais à contre-courant en disant: «Non, non, il a des super skills, il va régler tous les angles morts, de l'équipe actuelle» et à la fin, ça s'est mal passé. Donc mais vraiment, c'est mal passé, mais c'est mal passé vraiment sur la base de ce que m'avaient dit les sales, en fait. Je sais pas, on l'a senti comme ça. C'était vraiment des histoires de fit. C'est pas un truc Ouais, ouais, c'est et dur ça, je hein. les ai pas écoutés en me Ouais, disant: ouais. «Bon, ils sont gentils, les juniors là, mais voilà» et en fait, leçon que j'ai apprise, c'est, non, non, en fait, ils voient des choses, qu'il faut éc En fait, c'est prendre l'avis de plusieurs personnes, c'est toujours plus riche que des fois, alors il faut toujours réagir, je pense, avec ses gut feelings, quoi, avec son instinct, mais de prendre l'avis des gens, c'est assez puissant. On a eu le même cas de figure avec un SEO, donc on cherchait un SEO exécutif et du coup, on rencontrait plein de personnes. Il y avait un candidat qui était assez sharp, tu vois? Très, plutôt bon, sur la partie, recherche de mots-clés, tout ça, je te passe les détails, donc assez technique, donc c'est le profil qu'il nous faut. Et mais qui a évité quelques questions, tu vois? Il y avait quelques questions auxquelles, il répondait pas vraiment et en fait, à la fin, je dis: «Bon, est-ce que tu as des références?» tout ça. On a contacté quelques références à lui et les mecs l'ont assassiné. Référentes qui nous ont dit: «Ne l'embauchez pas».
Mais c'était Ah! violent parce que, un peu comme toi, moi, j'étais dans le truc de me dire: «Ah bah, tiens, il a l'air solide, il a les skills, bon, le mec, il répond pas à tout, mais il répond quand même plutôt bien sur ce à quoi il répond». Mais là, quand j'ai eu le retour des autres, j'ai dit: «Ah désolé, c'est pas ça va pas le faire, quoi». Parce que tu te dis, tu peux pas quand tu es une Ah référence oui, non, externe, clair. surtout 3 personnes complètement différentes, détachées, qui te dressent un portrait comme ça, tu dis: «Les Non, 3 ils ont non, pas non, pu se mettre c'est d'accord pour, vouloir clair. l'assassiner comme ça, Géné quoi». Donc généralement vraiment qu'il y a eu des problèmes, mais qui étaient c'est ça pas et généralement le visibles. candidat te le dit. Moi, ça m'est déjà arrivé, des candidats qui me disent, quand tu poses la question des références, me donner des références, ils vont dire: «Bah, je peux t'en donner deux trois. Par contre, cette personne-là, on s'est pas entendu par rapport à ça». Généralement, le candidat, il te le dit direct. Si le candidat te le dit pas et que tu es en mode découverte pendant que tu fais la référence, ça sent pas très bon, ça sent même pas bon. Et là, c'était ça. Là, il nous a donné 3. Je me suis dit: «Mais c'était Pierre Zenmik qui nous a donné, en fait, fallait pas, Bah, tant mieux pour toi. quoi, c'est sûr». Ouais, ouais. OK, OK, super. Et justement, en parlant de donc sur tout l'aspect recrutement, c'est quoi les pain points, quoi? Tu vois, on va pas les appeler les points chiants, mais les pain points du recrutement de sales, parce que c'est pareil, tu vois, tu peux tomber sur, je dirais tout et n'importe quoi. Comment tu sélectionnes? Est-ce que il faut aller débaucher des gens déjà en poste? Est-ce qu'il faut investir dans la jeunesse? Et justement, comme tu disais, sur du junior, pareil, tu dois composer ton équipe. C'est quoi la Moi, je pense meilleure qu'il faut un approche, quoi? il faut un peu tout faire et tester pour voir. Moi, en fait, je pense que c'est bien d'avoir des profils, comme je te disais, que tu débauches des autres boîtes. Tu sais que globalement, match avec, toi, ce que tu as envie. Ça, c'est une première chose. Prendre des profils un peu c'est d'avoir vraiment une diversité dans son équipe sales. Donc, d'avoir des profils un peu complètement out of the box, qui soient des gens, en fait, que personne n'aurait pris, en fait, sur la partie sales, mais des gens qui veulent vraiment. Moi, je me souviens qu'en fait, une des premières sales de C-Cube, c'est une nana mais qui m'avait persécutée, mais vraiment persécutée, c'est le mot à dire. C'est-à-dire qu'elle m'écrivait partout, même bien avant que LinkedIn soit à la mode, hein, sur LinkedIn. Dès qu'elle voyait que j'avais regardé, elle m'appelait. Ensuite, elle me rappelait pour me dire: Est-ce que j'ai bien reçu le mail qu'elle m'a envoyé avec le son CV?» Ensuite, elle m'a rappelé le lendemain: «Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous?» et cetera. Je sais que j'ai pas d'expérience, j'ai vraiment envie. Elle me raconte toute la vie mes associés et cetera. Bref, une personne déter. Bon, tu dis soit il y a 2 sujets, soit elle est Ouais, pas bien ouais. dans sa tête, soit elle est over motivée. Bah, du coup, c'était la deuxième option et ces profils-là étaient pas du tout sales. Mais en fait, il y a des moments où c'est bien de pouvoir, quand dans une cohorte de 2 ou 3 sales que tu recrutes, d'en prendre un en fait qui sort un peu du lot. Il apportera pas les mêmes choses que les autres et aussi également, aller chercher des profils, par exemple, moi j'ai découvert que les profils consultants ils peuvent être un peu, BCBG et cetera. Ce f ça c'est des très bons sales à un certain stade de la boîte, notamment pour gérer toute la partie account manager. Donc tu vois, en fait, les profils, c'est aussi en fonction des postes parce que c'est des profils qui sont généralement ultra structurés, qui sont dans le détail, qui ont l'habitude de vendre de l'expertise, donc vont aller extrêmement loin, savent faire des belles présentations et quand tu es account manager, il faut que tu justifies l'impact. Donc il faut que tu aimes faire un petit peu des présentations qui montrent, qui valorisent les choses. Et là, par exemple, en fait, j'ai eu des très, très bonnes surprises avec, des profils, consultants de cabinet de conseil, enfin, tu vois? Et ça a été des très bons recrutements. Donc pour moi, je dirais des gens du domaine, des gens complètement random, pas en faire tout le temps, mais c'est bien de faire des tests et même si ça marche pas, de continuer à faire des tests parce qu'il y aura toujours moi, en fait, je fais partie de ce genre de profil. Je suis quelqu'un qui fait littérature italienne, à la base, donc il n'a absolument rien à voir avec le sales et pourtant ça fait, Ouais, les Italiens sont pas mauvais quand même, les Italiens, c'est pas en mauvais, mais vente. moi, c'était de l'histoire de l'art et de la littérature, donc vraiment, tu vois, rien à voir. Ça me sert qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'accompagne, une équipe commerciale en Italie, donc aujourd'hui, je parle italien, tu vois, je récupère ça, mais à part ça, ça m'a pas servi, tu vois, pour faire du sales. Donc Ouais, ouais. donc voilà, donc et il y a quelqu'un et en fait, il y a quelqu'un qui a décidé, je me souviens à l'époque, avant même de monter, de cofonder, C-Cube, qui m'avait dit un jour: «Toi, tu es une sales. Tu le sais pas encore, mais tu es une sales». Et c'était un directeur commercial d'une boîte. Il m'a filé ma chance et puis voilà quoi. Donc c'est important quand même de filer sa chance aux gens, en tout cas aux gens qui sont déter, parce qu'il y a un truc, il y a pas d'école pour être sales, il y a pas d'école. Donc ce qui compte, ce qui finalement fait le jugement à la fin, c'est les chiffres et comme c'est un métier qui demande beaucoup de résilience, les gens qui en veulent, généralement, s'ils ont la tête bien faite, réussissent plutôt pas mal dans ce métier. Voilà. Et Non, non, maintenant que c'est tu disais clair, ouais. les pain points, c'est effectivement qu'il y a pas d'école, donc il faut être un peu malin et cetera. Mais par contre, c'est pour ça que je te disais, pour moi, le pain point, c'est justement sur les questions, c'est valider les skills d'une personne. C'est extrêmement dur parce que d'une boîte à une autre, les process changent,
d'une boîte une autre, tu vends pas de la même manière, et cetera, et cetera. Donc pour moi, c'est vraiment comment tu poses les bonnes questions, pour pouvoir et parfois des questions un peu contradictoires, hem, des questions Ouais, que pour tester la avec la logique de logique, la la personne et ouais. véracité, et cetera. Enfin voilà, donc pour moi ça c'est un des pain points, voilà. Et après, est-ce que la pareil sur un cycle de sales, quand quelqu'un commence à vendre un produit, on va dire, à la chaîne, après au bout d'un moment ça devient assez répétitif sur le principe. Comment est-ce que tu gardes les gens motivés? Comment est-ce que tu gardes justement cette flamme, tu vois? Le truc qui fait que le mec, il est toujours ultra motivé, il a la dalle et il veut continuer à aller plus loin. Outre le bien sûr, on parle des variables, on parle des primes et cetera, ça, je l'entends, mais il y a des gens qui sont animés par autre chose que ça et enfin, en tout cas, ça peut être un élément complémentaire. Comment est-ce que tu arrives à manager cette motivation et cet engagement de la Bah, part pour moi, des en fait, équipes? ça passe, bon, tu connais bien, mais par, tous les sujets de gamification. C'est gamifier, en fait, le job parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est répétitif et donc il faut apporter un peu de folie, un peu de challenge, un peu de compétition et puis il faut savoir en plus qu'on est des profils très compétitifs, hein. Généralement, moi, les profils sales, en recrutement qui m'ont dit: «Moi, j'aime pas la compétition», n'ont jamais été des très bons sales, tu vois? Même moi, il m'arrivait, il fallait que je me contrôle pour pas être en compétition avec mes sales, alors en tant que head of sales. Parce que ça me faisait marrer de vendre, un contrat juste pour leur montrer: «Écoute, je reste le boss». C'est comme ça, c'est dans l'ADN et cetera. Donc C'est le jeu, ouais, c'est le jeu, ouais, ouais, c'est ça. Oh, voilà. tu fais un team building, tu as envie de gagner J'essaye quand et même, d'ailleurs, quoi. en fait, il y avait, une nana qu'on avait recrutée je me souviens, juste, avant le rachat, l'intégration de notre boîte et je sais plus, elle m'avait dit, «Ouais, mais en fait, il y a des moments où il faut prendre un peu plus de hauteur quand on est manager et cetera». Parce que parfois, ça m'arrivait, tu vois, d'avoir ma team qui me dise: «Oui, j'arrive pas à prendre de rendez-vous et cetera et cetera». Et OK, bah, moi, je prends mon téléphone et je te montre, en fait, que, bah, voilà, tu vois? Je l'ai pris le rendez-vous. Ouais, Hands-on, ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est voilà. bien après, hein, c'est Hem, ça. En plus, ça montre qu'il y a exactement pas enfin, et j'aimais bien avoir ce côté-là et cetera et donc pour moi, c'est mettre du jeu. Donc mettre du jeu comment? Bah, par exemple, pour te donner un exemple, ce qui est très dur en outbound, c'est la partie cold call. Cold call, si tu fais du cold call de la même manière et que tu mets pas un peu de challenge, c'est mort. Donc ce que tu peux faire, c'est évidemment, bah, heu, faire en sorte de dire: «Bah, je fais un petit concours en fait», pas tout le temps, faut pas faire tout le temps parce qu'autrement, voilà. Mais par exemple ouais, après ça voilà, devient mais trop par exemple, répétitif, une ouais, fois par ouais. mois, de dire: «Voilà, là, c'est la semaine où on va, du coup, voir qui sont les meilleurs cold callers» et donc du coup, l'objectif, c'est tant de rendez-vous. Celui qui a atteint tant de rendez-vous, bah, du coup, bah, il a un resto, par exemple. Voilà, Ouais, un ouais, ouais. resto avec Nous, on a fait non, non, un vas-y, resto vas-y. avec moi et le boss, tu vois? C'est aussi intéressant parce que, tu vois, un resto, ça peut être un resto avec ses potes et cetera, mais c'est aussi créer un truc de, bah, tu as un resto, un super Ouais, resto garder le contexte, en et on fait, garde le côté ouais. quand même professionnel où en fait avec le boss et cetera, on parle de la stratégie, ça fidélise, ça crée des liens et cetera. Ouais, du coup, tu veux me dire, que vous faisiez quoi vous? Non, c'est parce qu'en fait, ce que tu disais me faisait penser à, pareil, sur enfin, sur l'aspect gamification, en fait, l'incentive, forcément, c'est un truc, super capital, pour motiver les gens et on a fait une OP avec un grand parfumeur, national où, l'idée, en fait, c'est, une marque qui voulait, incentiver les vendeuses dans les parfumeries pour vendre ses produits et en fait, ce qu'on a le principe, c'est qu'à chaque fois qu'une vendeuse, faisait une vente, donc c'est du déclaratif. Donc à la fin de la journée, les managers, ils faisaient le récap de qui avait vendu quoi sur tel ou tel produit et en fait, les gens, en fonction du nombre de ventes de produits, obtenaient des codes uniques qui leur permettaient de jouer à un petit jeu sur Dreamify, tu vois? Un jeu de roue de la chance et c'était incentivé dans le sens où, à la fin de ta journée, tu avais ta liste de codes et ensuite tu avais à tester tes Ouais, codes et à voir si tu avais gagné des cadeaux supplémentaires. ouais, Mais on aurait pu te donner une prime, tu vois? On aurait pu te donner, une carte cadeau directe. Mais le fait de te faire le gars. jouer pour avoir accès à cet avantage, ça amène cette dimension où, tu vois, la personne se dit: «Bah, tiens, il y a quand même cette excitation du jeu de hasard et tout ça» et c'est vrai que nous, ça, on se rend compte que ça marche plutôt, très, très bien, tu vois? Dans les challenges, sales, Ça c'est j'adore, assez j'adore, puissant, quoi. j'adore et du coup, tu as la partie call call, mais tu peux aussi également avoir la même chose. Moi, ce que je faisais, c'était par exemple, tu avais une espèce de remise d'award, après chaque sprint. Donc j'avais acheté une espèce de tu vois, genre, c'était même pas award, j'avais acheté une petite statuette des Césars plutôt ou des bref. Ah oui, J'avais oui. acheté oui, Ouais, les voilà et statues, du coup, ouais, tu la petite l'avais cette petite statue, ouais. statue et tu l'avais en fait sur ton bureau si tu étais le meilleur sales de la semaine avec, bah, voilà, en fait, c'était un petit peu le prix de la fierté et C'est cetera. cool, ouais. Donc tout le monde savait
Est-ce que tu as fait la Non, cloche? j'avais pas Est-ce que la tu avais cloche. le truc de la cloche? Du coup, on avait pas la cloche, on avait cette statue-là. Donc je sais pas, je l'avais acheté à, je sais pas, à 10 balles sur Amazon. Mais du coup, ça m'avait rien coûté. Mais les gens étaient fiers de l'avoir sur son bureau, tu vois? Et genre le Ouais, c'est enfin, le totem c'est de pas voilà, Koh-Lanta, quoi. Oui, exactement, c'est le totem de koh où tu vois le mec en face qui se dit: «Non, vas-y, moi je la veux, la semaine prochaine, c'est à moi» et puis du coup, tu vois les gens qui disent: «T'inquiète, la semaine prochaine, c'est moi qui prends» et cetera et en plus, j'en avais 2, j'en avais une pour, le le newbies et une pour le renew et comme j'avais en fait des profils parfois qui faisaient les 2, parfois tu avais des profils, l'objectif c'était d'avoir les 2 quoi. Donc ouais, ça peut bien marcher, Ah ouais, ça peut ouais, bien ouais. marcher. Ah, c'est cool, ouais. OK, OK, super. Après, j'ai vu aussi que tu étais, sur, le programme LinkedIn for Creators. Ouais, j'y ai C'est quelque chose que tu as ouais, j'avais en intégré fait, j'avais ou, intégré ça il y a je crois qu'il y a 1 an. En fait, aujourd'hui, en fait, ils font des roulements. Mais effectivement, j'ai intégré, bah, quand j'ai lancé mon podcast, je crois 3 mois après, hem, j'ai, du coup une collaboratrice de ouais, un ouais, une conseiller, collaboratrice de enfin, LinkedIn qui s'appelle Queen Elizabeth et du coup qui m'a proposé en fait de parler de sales et de m'accompagner pour pouvoir me donner plus confiance sur LinkedIn, de créer plus de contenu et c'est comme ça aussi également que c'est pas mal venu parce que, bah, franchement, tu passes de, head of sales et cetera, de cofondatrice d'une boîte à devoir écrire du contenu sur LinkedIn. Moi, je suis pas influenceur, tu vois? Donc j'avais pas super ouais, confiance. ouais, Du coup, ouais. ça m'a permis, en fait, en tout cas, d'avoir, en fait, ce petit tag de dire: «Bon, j'ai une justification d'écrire sur LinkedIn parce que j'ai intégré, le programme LinkedIn Creator, donc c'est normal que j'écris». Tu vois? Et puis Ouais, 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 non, mais c'est bien, non, c'est bien. Après, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin forcément d'être influenceur ou copywriter pour partager du contenu, tu vois? Là, chacun a son expertise. Là, sur les sales, il faut qu'il y ait des gens comme toi, tu vois, qui passent l'expertise et faut pour la passer, ben, écrire, ça fait après, c'est vrai partie que c'est pas de évident. des D'ailleurs, supports, tu parlais quoi. de ça, Ouais. mais par exemple, je sais que je parle beaucoup enfin, je travaille beaucoup avec, un ex-sales de l'Amlix qui s'appelle toujours, qui s'appelle Marwan, pardon et Marwan Wada et en fait, lui, typiquement, tu vois, genre, ce qu'ils arrivaient à faire vachement, c'était d'écrire tous les sales écrivaient tous les jours sur LinkedIn et en fait, c'est une des problématiques, tu vois? Aujourd'hui, il faut faire du contenu et beaucoup de gens me disent, en fait, c'est hyper difficile de faire que les sales écrivent du contenu, parlent de leurs produits et cetera et là, je pense qu'il y a un enjeu, tu vois, de gamification comme le cold Tout call, tout le monde, de ouais. se dire, en fait, Ouais, ouais, non, parce c'est qu'en fait, clair, les gens, ouais. ils ont du mal, mais sales ou pas sales, hein, je remarque, en fait, à chaque fois, les CEO disent, Imagine les développeurs, ouais, quoi. les gens, Les développeurs, c'est c'est impossible, tu impossible, ils veulent vois? pas Nous, on a attends, je vais te dire, on a rigolé, on a fait un espèce de billboard, du coup, Meet the Dream Team, tu vois? Rencontre l'équipe Dreamify, quoi et en fait, on a mis tout le monde, sur un cercle, tu vois? Pour avoir cette notion de groupe et tout ça et on a dit à chacun: «Voilà, mets ta photo, mets ton nom, mets tes skills principales et mets tes hobbies», tu vois? Donc on s'est dit: «Simple, truc basique, tout le monde va le faire, quoi». Et on a un des devs, hobby, il a mis aucun, parce qu'il avait pas envie de partager le truc là, tu vois? Donc imagine, le mec il a zéro passion quoi et imagine ce mec là, tu lui dis: «Maintenant tu dois écrire sur, il va te LinkedIn», dire: «C'est pas possible». c'est mort, il va Mais tu vois? ouais, donc du coup Mais, du coup du coup, donc je c'est pense pour qu'il y a un ça, truc en fait, c'est un effort pour tout le monde d'écrire un, à part ceux qui sont bah, c'est passionnés pour ça que quoi, je pense tu que vois? du coup, il y a un truc à trouver là-dessus parce que tu vois, genre, bon, moi, à mon époque, c'est le cold call, le cold emailing fonctionnait plutôt bien. Mais aujourd'hui, je pense que, tu vois, c'est important, tu vois, que les sales écrivent. Parfois, tu es obligé d'éduquer ta cible et donc parfois, en fait, c'est bien de parler, de présenter, par exemple, un client que tu as signé, pourquoi ce client-là, il a signé et cetera et cetera et du coup, pour leur donner envie, je pense que ça passe par le ch des challenges, quoi, tu vois? Genre, offrir des trucs au mec Ouais, ouais, qui a ouais. fait plus de ouais, faut pas leur dire d'écrire Non, tous c'est les jours, clair, mais ouais. tu as ouais, si tu as fait plus de 5 posts, par mois, je pense que tu pourrais avoir un truc, quoi. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, de toute façon, c'est ça, gamifier les objectifs, c'est le secret parce que ça permet, tu vois, c'est ce qui marche de base quand tu vas faire du Ouais, running ou quoi. Tu as couru 5K, tu as le petit badge, bravo, ah, personal record et tout ça. Donc ça marche. Et justement, donc en parlant de gamification, si ça te va, on va attaquer le petit quiz surcoté, yes. sous-coté. Donc pour avoir ton avis sur différentes questions. Donc, première question, ça serait l'importance de parler plusieurs langues en affaires. Est-ce que c'est surcoté ou sous-coté? C'est sous-coté pour moi. C'est sous-coté, alors moi je parle plusieurs langues. En France, je sais que les gens parlent pas plusieurs langues. C'est sous-coté parce que, bah, tu vois, aujourd'hui, on est dans une période un peu de crise où, bah, du coup, ça me permet en fait, moi, d'élargir, tu vois? Là, je travaille en Italie, je peux travailler, j'ai travaillé, sur une mission au Canada. Du coup, je peux rester en France, mais m'ouvrir. Donc,
Non, c'est carrément sous-coté. Moi, je pense que Ouais. Ça, moi, je pense ça, je te back à 300% parce que nous, c'est pareil. Nous, Dreamify, on est basé en UK et du coup, enfin, depuis toujours, en fait, nous, le multilingue, ça fait partie de notre ADN. Quand on a commencé, même, enfin, au début, on avait des sites de divertissement pour les enfants, tu vois, des sites de jeux et tout, avant de faire du jeu gamifié. Et on a touché jusqu'à 16 millions de personnes par mois, donc 16 millions de waouh! visiteurs uniques, parce qu'on avait des sites en français, en allemand, Ouais, en italien, en espagnol et en anglais, tu vois. Et en fait, ce truc-là de la langue, chez nous, est resté. Tu vois, c'est pareil, Dreamify, nous, le développement, oui, on a des clients en France, oui, ça représente une belle part de nos clients, mais on a des clients partout dans le monde. Des fois, même, je le dis en rigolant, mais des fois, même dans des pays que je connaissais pas, quoi, tu vois? non, alors déjà, Italien, en fait, quoi, c'est pas donc facile. et c'était Déjà, c'est pas frustrant, mais facile, tu vois? Genre, même moi, quand il a fallu que je me remette, tu vois, sur du management en italien, c'est pas facile, tu vois? Parce que parfois, il faut faire attention aux mots que tu utilises, parce qu'il y a des émotions, enfin, tu vois, j'ai vu que c'était quand même un challenge. Mais par contre, tu vois, genre, je vois, j'ai passé pas mal de temps, à New York cette année et tu vois, quand tu parles avec des gens, n'importe quel leur background, que ce soit des gens qui sont, des cadres sup ou même des gens qui sont, ouvriers, tout le monde parle 3 langues minimum. Bon, déjà parce que c'est une ville, déjà, cosmopolite. cosmopolite, ouais. Mais Ouais. pour moi, en fait, c'est pertinent et ce que tu disais, en fait, sur le fait je me souviens, par exemple, ce client italien, la première fois à qui j'ai parlé, c'était, du coup, le CFO qui est français, mais qui vit en Italie et qui m'a dit un truc, «Ouais, écoute, en fait» parce qu'on a le rendez-vous, on l'a fait en français. Il m'a dit: «Tu as le profil parfait, mais si on peut trouver quelqu'un qui parle italien, on prendra un italien parce que l'anglais, tu vois, c'est bien, mais voilà, et en vrai, bah, je lui ai dit: «Bah, écoute, je parle italien, hein» et là, il m'a fait: «Ah OK, cool» et en vrai, en fait, ça compte, mais vraiment, parce que les gens, l'anglais, ça a ses limites aussi, tu vois? Parler les langues des gens, Ouais, 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 non. c'est important même pour l'humour, tu vois? Par exemple, tu vois? Parce que là, on est beaucoup dans le en ligne, c'est court, mais tu vois? Genre, parfois, j'ai eu un client qui avait créé un site, dans un autre pays et il avait mis le même type d'humour, en fait, qu'en France, bah, ça passait pas du tout. Ça game over, tu vois? Ah ouais, En c'est Allemagne ou un impossible. truc Ouais, comme ça, ouais, ouais. ou je sais plus dans quel pays où en fait ou bien à l'inverse, il y a des blagues que tu peux pas faire en France que si tu les fais pas, dans les autres pays, tu es boring, tu vois? Tu m'ennuies. Ouais, Genre, ouais, ouais, non, voilà, c'est clair, ouais. Ouais, ouais, non, non, la culture, c'est super important, ouais. ça Non, passe non, par la après, c'est langue. pour ça, c'est les langues, mais c'est aussi avoir la culture qui est important, ouais. Ouais, ouais, non, carrément. OK, super. Prochaine question, donc le cold calling en 2023, enfin en 2024 même, on va dire, parce que ouais, ça sera en 2024 qu'on publie. Surcoté ou sous-coté? Sous-coté de fou parce que là, avec le cold emailing, les annonces qui ont été faites sur le fait qu'on va réduire au maximum par boîte le volume de cold email qui va être, pouvoir être diffusé, ou autrement les boîtes, vont avoir des gros problèmes ensuite, par les outils de messagerie mail. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le canal qui fonctionne le mieux. Donc il faut faire du cold call, je pense. À la fois, c'est un excellent outil de qualification et à la fois, c'est un excellent outil pour prendre des rendez-vous. Donc continue le cold call à fond. D'accord, ouais. Ça va, à mon avis, baisser. Et c'est pas trop intrusif? Parce que c'est vrai que nous, enfin, nous, par exemple, on en reçoit pas mal, à chaque fois, tu pas envie, quoi. Alors, bah, justement, j'en ai beaucoup parlé, dernièrement. En fait, ça dépend de ton approche. Si je te fais une approche France Télécom, oui, tu as pas envie, ça te saoule et cetera. Moi, je travaille beaucoup sur mes approches quand je fais du cold call et a priori, ça fonctionne plutôt bien. Exemple, tips. Exemple type, déjà, en fait, c'est l'entrée. C'est déjà, en fait, l'entrée en matière. C'est-à-dire, en fait, les gens sont parfois alors, tu as 2 règles. Tu as des gens qui vont parler super vite pour t'enchaîner tout de suite. Bon, bah, ça, moi, c'est pas du tout mon école. Pour moi, tu commences par dire, «Bonjour, est-ce que vous êtes un nain? OK, très bien, je suis Laetitia, ça fait un moment que j'essaie de vous joindre. Est-ce que vous avez 2 minutes pour que je vous explique pourquoi?» Voilà, ça fait phrase là, Ouais, rien que ouais. là, généralement, ça suscite ton envie. Tu es quand même saoulé parce que je te dérange, mais au moins tu dis: «Ça fait longtemps que j'essaie de vous contacter ou que je cherche à vous contacter et cetera», mais au moins tu te dis: «OK» et ensuite après tu as pas trop le choix d'être hyper, soit effectivement mon produit il est game changer et du coup je vais te parler directement de ma proposition de valeur. Bon, en bref, en quelques mots, le problème que nous on résout c'est ça et j'ai une solution qui vous permet de faire ça et j'aimerais prendre quelques temps ou vous envoyer parce qu'en fait, aujourd'hui on parle toujours de prendre des rendez-vous. On peut aussi juste demander l'autorisation à quelqu'un de: «Est-ce que je peux vous envoyer un email?» plutôt que de le harceler avec, 5 emails, qu'il aura jamais ouverts. «J'aimerais vous envoyer un email en fait, avec une vidéo personnalisée où je pourrais vous montrer» et cetera. Ça marche par exemple. Je t'ai pas demandé un rendez-vous, je t'ai pas demandé 15 minutes,
oui, j'étais intrusif, mais a priori, je te demande la permission de t'envoyer un mail avec un truc qui va t'apprendre quelque chose sur ton marché ou une nouvelle idée. A priori, je commence à devenir sympa. Tu vas ouvrir mon mail parce que je te dis: «Bah, écoutez, rappelez-vous, je suis Laetitia Fall, je sais que vous allez jamais ouvrir tous vos mails. Rappelez-vous, je suis Laetitia Fall. OK, je vous envoie une vidéo, ce sera personnalisé, vous inquiétez pas» et cetera. Donc tu vois, ces approches-là, je suis humaine, en fait. Je te parle comme si je Ouais, parlerais c'est du casual, ouais, ouais, casual, voilà, en c'est fait. Je suis ça, pas c'est dans un friendly, truc et quoi. cetera. Ouais, ouais. Et par contre, le plus difficile, c'est quand tu as un outil, et je le sais parce que j'en commercialise aujourd'hui, qui est un nice to have. Et ça, c'est plus difficile. Parce que tu vas pas accrocher la personne. Donc, quand la personne va dire: «Oui, oui, j'ai 2 minutes, mais allez vite», c'est super compliqué. Donc là, pour moi, la meilleure chose, c'est poser une question. Est-ce que, je vous pose une question simplement, est-ce que vous avez ça, 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 ça comme pain? Est-ce que c'est un sujet pour vous? Oui ou non? Si c'est oui, je continue à parler. Si c'est non, bon, bah, écoutez, je voulais m'assurer que c'était pertinent, de vous envoyer un mail derrière. A priori, vous avez pas de sujet, non. Ou bah, en fait, si c'est un sujet, parce que si vous voulez bien, soit je vous envoie un mail, soit on prend 5 minutes pour que je vous explique comment j'ai réussi à faire X, Y, Z, tu vois? Pour moi, je suis casual. En fait, de la même manière que tu vas appeler quelqu'un, dans la vie, c'est pareil. Enfin, je sais pas, voilà. Après, je sais pas, peut-être qu'un jour Ouais, je ouais. ferai Non, mais nickel, écoute, masterclass en 3 non, mais minutes, c'est ça se trouve parfait, quoi. j'essaierai de cacher mon numéro, de changer ma voix, je t'appellerai et après je t'appellerai derrière pour savoir: «Tu es celui-là ou pas?» Non, non, mais c'est bien, non, pour le coup, ça, là, ce que tu as donné, c'est super actionnable et c'est vrai qu'en fait, c'est ce qu'on attend. En fait, des fois, il faut se mettre dans la peau de celui qui se fait appeler pour se dire: «Tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre?» Tu vois? Exactement. Plutôt Déjà, en que fait, moi, j'ai envie absolument vouloir tu passer vois le ton truc de dire, en fait, ça fait un moment que j'essaie de vous contacter, est-ce que vous avez 2 minutes? C'est quelque chose que j'aimerais qu'on me fasse. En fait, je supporte pas que tu m'appelles et tu penses que je suis à ta disposition. Genre, en fait, même si j'ai rien à faire, tu vois? Même si je suis là en mode ça se trouve, en fait, j'ai juste envie de rien faire. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui me pitch un truc. Donc tu vois, genre, en fait, j'essaie toujours de voir ce qui m'énerve. A priori, enfin, tu vois, on n'est pas si différents les êtres humains, hein, la plupart des ch on n'est pas non, ouais, différents. non, clairement, ouais. Mais je pense que c'est l'honnêteté, hein, c'est juste pas essayer de vouloir passer forcément, sa quenelle ou tu C'est vois, ça. son truc Après tu as des gens en dire France après c'est important de le dire qu'en France, parce que tu es au UK, en France, les gens, je pense qu'il faut aussi qu'ils fassent un effort de se dire que, voilà, il faut répondre aux commerciaux. Ils ont aussi des commerciaux chez eux. Ils aimeraient bien que leurs commerciaux, aient des gens au téléphone. Faites l'effort, je te fais un appel. Faites l'effort aussi également pour bien accueillir les gens. C'est important pour écouter, parce que ouais, par ouais, rapport aux ouais, autres ouais, c'est pays, il y a vrai. quand même une agressivité en France qui est un peu particulière, sur le cold call, et c'est dommage, parce que les gens, ils sont là juste, voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a crié dessus, c'est terrible, mais genre vraiment, genre en mode: non, mais s'il vous plaît pas, je le vois». Sortie de là, je dis: «Mais on va pouvoir continuer à faire du business, en France, comment ça se passe?» Et cette boîte-là a, je pense 150 commerciaux, hein, tu vois? Ouais, Ouais, oui, ouais, oui, non, mais c'est clair. Après, pareil, ça revient toujours à la culture, tu vois? C'est des fois, dans les relations commerciales, c'est vrai que les approches anglo-saxonnes sont un peu plus laid back, tu vois? Un peu plus ouvertes, plus à l'écoute, après voilà, c'est pas une critique, ouais, hein, ouais, chacun est bien sûr, comme mais il ce est, que je veux mais dire, c'est que tu vois, genre en mais tu raison, un commercial en France ou un cold caller en France, franchement, médaille, quoi. Parce que, après peut-être que aussi peut-être que les gens se font abuser énormément. Parce que franchement, tu vois, quand tu vois pour avoir les commencé à regarder d'autres boîtes et cetera, franchement, enfin, tu vois, genre, tu peux pas imaginer comment enfin, je pense que si, tu le sais, tu vis au UK. Les gens, sont appelés tout le temps. C'est juste que c'est pas la même culture, c'est que le sales, c'est pas un mec, je dis mec ou fille relou. c'est pas C'est pas un hostile, mec ou ouais. une fille Ouais, ouais. relou, tu vois? Et nous, on a le mindset en se disant: «C'est quelqu'un qui va nous vendre un truc». J'ai été longue là pour ta question de Ouais, ouais, sous-traiter, ouais. on va peut-être aller plus vite. Ouais. Heu, OK, bah, écoute, ouais, on va faire la dernière, question du coup, c'était est-ce que tu recommanderais quelqu'un pour participer à The Growth Game? Donc parler de croissance, parler voilà, de business, de gamification potentiellement ou pas, mais Ouais, voilà, est-ce que tu aurais quelqu'un c'est à même pas recommander? quelqu'un, c'est plusieurs personnes, mais j'aurais Alexandre Bringue que je te recommanderais, sur la Ouais, partie business. Je te recommanderais Laurent Sébarek. Je te recommanderais Joselito Tirados et je te recommanderais Marwan Ouada. Maxime Paris, ouais. heu, Là, j'ai mon line-up ah pour, franchement, 6 mois ouais, là. il y en a plein, quoi. Ouais, il y a Adrien Aouat aussi. Ouais, enfin, ouais, je pourrais te filer une liste. En fait, mais des gens OK, OK, enfin, là, je t'ai donné que super. des gens où je sais qu'ils sont assez créatifs sur ce genre de choses, enfin, voilà, et qui pourraient avoir des belles idées, sur la Ouais, gamification. ouais. Yes.
Bah, écoute, merci Bah, avec grand beaucoup. plaisir. J'ai appris plein de Bah, trop choses. cool. C'est aussi pour ça qu'on fait qu'on fait ces podcasts. Donc, voilà, merci à toi. À À plus. plus. Ciao, ciao. Streamify.